Je vous remercie de me donner cette occasion de parler devant vous donc de la virilité dans la sphère juridique et de cette approche comparée des droits civils et canoniques auxquels on pourrait rajouter peut-être le droit romain, duquel ces deux droits sont héritiers. Paul Valéry a rangé le Code civil parmi les chefs-d'œuvre de la littérature. Et quelles que soient les qualités rédactionnelles que l'on prête ou non au recueil de législation, qu'il soit contemporain ou non d'ailleurs, il est certain que ceux-ci présentent une certaine image de la société qui les a portés et dans lesquelles ils sont appliqués. Comme l'écrivait Pierre Legendre en 1974, le droit civil pourrait s'illustrer de scènes mémorables, remarquablement reconstituées par Balzac. N'y manque pas le tragique du cycle infernal des amours bourgeoises. Le système entier est en effet bien plus complexe que ne le croit aujourd'hui tant d'écoliers nourris de caricatures, mal préparés à saisir la connivence politique entre l'apparent masochisme de la femme soumise décrite par les juristes en modèle d'assujettissement et l'obsession coupable du mari bourgeois, inquiet de protection et de parade. Mais le point pour nous fondamental est repérable ailleurs. Saisir le joint où le dessein laïque de cette société nationaliste manifeste une évidente liaison avec ses antécédents et la logique afférente dont le légiste assume traditionnellement le colportage et la pédagogie. Le droit pose bien les règles du jeu social et montre, la plupart du temps avec emphase, les valeurs qui le régissent, valeurs au sein desquelles figure, ou figurait à tout le moins, assurément la virilité. Ce terme revêt plusieurs aspects. Ainsi, le dictionnaire Littré y voit successivement l'âge viril, la capacité d'engendrer pour les mâles, la force ou la vigueur. Le dictionnaire Larousse y ajoute, entre autres, ce qui constitue le sexe masculin. L'étymologie est à cet égard révélatrice. Extension de vir, viri, l'homme, le dictionnaire latin-français de Félix Gaffio donne quant à lui deux définitions de la virilitas virilitatis, celle de l'âge viril et celle du sexe de l'homme. Vous parliez d'univers ordonné, et effectivement le droit est constitué d'une infinité de distinctions. Distinctions entre le droit privé et le droit public, entre les choses et les personnes. S'agissant de la virilité, comme la masculinité d'ailleurs, cette qualité est donc ce qui oppose l'homme à la fois à la femme, soit une distinction basée sur le sexe, avec toutes les questions controversées relatives au genre et à la binarité juridique des sexes à l'heure actuelle, ainsi qu'à l'enfant, soit celui qui n'a pas encore atteint l'âge viril. Enfin, elle peut également servir, ce concept de virilité, à distinguer les hommes virils, soit ceux qui sont aptes à engendrer, de ceux qui ne le sont pas, c'est-à-dire les impuissants, selon les termes du Code de droit canonique encore en vigueur, qui date de 1983. Par exemple, d'ailleurs. Connus également du droit civil, ces impuissants, notamment eu égard à la notion d'erreur dans le mariage, erreur dans les qualités de la personne lors du mariage, sur laquelle on reviendra tout à l'heure. De manière plus anecdotique, lorsque l'on fait une recherche dans la base de données Légifrance pour obtenir toutes les décisions qui ont été rendues, numérisées dans cette base de données et qui contiennent le terme de virilité, l'on obtient 13 résultats, dont 11 rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il est amusant de noter que plusieurs de ces affaires sont liées avec la lutte contre la publicité en faveur de l'alcool, comme quoi le lien entre virilité et consommation de spiritueux a peut-être un début de base légale, si ce n'est de fondement jurisprudentiel, dans l'esprit des juges. Aussi, il importe de se demander quelle place font les droits civils et canoniques à l'appréciation de la virilité, sous ces différentes formes, donc les différentes formes que j'ai évoquées, au sein de leurs dispositions. S'il venait à y avoir dissension au sein de ces deux corpus juridiques, ce qui est effectivement le cas, on le verra, cela permettra de fournir des pistes de réflexion quant à l'évolution passée aussi bien que future de l'appréhension de la virilité au sein du droit. Outil de la régulation sociale qui doit certes accompagner les mœurs, mais qui bien souvent, et c'est heureux parfois, les précède. La suppression ainsi de la notion de bon père de famille en droit français, héritier du droit romain, notion héritée du droit romain, un droit hautement misogyne s'il était besoin de le rappeler, constitue-t-elle le prodrome de la disparition de la notion de virilité en droit ? De même, le débat en droit civil, de même le débat autour de la potentielle accession des femmes à la prêtrise, au sacrement de l'ordre, et la réponse du pape François Ier sont néanmoins de nature à laisser sous-entendre sa relative pérennité en droit canonique. Il s'agira donc en somme, au cours de ces 20 minutes qui me restent, de s'interroger quant à la définition de l'homme, le vrai, pour reprendre la formule employée dans le descriptif de ce colloque, qui a pu être décrite dans la sphère juridique, dans le droit. Donc respectant la tradition juridique française qui passe, semble-t-il ici pour pittoresque, le plan se découpera en deux parties. Ainsi, nous envisagerons successivement l'exposé de cette institution qu'est ou qu'était à plus ou moins la virilité en droit à travers deux exemples. Avant de voir en seconde partie, en quoi cette institution, à la base, qui servait à la base de source d'exclusion, se trouve peut-être sur le déclin. Donc tout d'abord, l'institution de la virilité en droit contemporain.
Deux exemples d'utilisation de ce concept peuvent être de prime abord relevés pour vous démontrer l'existence de ce qu'il est possible d'appeler un standard juridique, un concept, voire même une institution dans la sphère du droit. Deux exemples donc, qui vont être successivement examinés. Tout d'abord, la virilité dans la sphère pénale, puis la virilité en matière de changement de sexe pour ce qui est du cas du transsexuel. Donc la virilité en matière pénale, et plus précisément en matière de préjudice sexuel. Je voudrais, pour que l'on examine ça, vous citer un arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 17 avril 2014, donc qui avait trait aux dommages créés résultant d'une opération de la prostate, qui a eu des suites malheureuses. Donc je cite l'arrêt. Depuis l'ablation de sa prostate, M. X n'a plus de fonction érectile. Son sexe a diminué de volume et il est atteint d'éjaculation rétrograde, de sorte qu'il ne peut plus avoir de relations sexuelles alors qu'il est âgé de 68 ans. Le texte continue. Cependant, les rapports amoureux ne se réduisent pas seulement à l'acte de pénétration sexuelle et le port de couche-culotte auquel est astreint M. X, lié directement à son incontinence urinaire, lequel constitue incontestablement une véritable atteinte à sa virilité, est nécessairement source d'un préjudice sexuel tel que l'ont relevé à juste titre les premiers juges qui ont alloué à M. X une somme de 2 000 € en réparation de ce préjudice, qu'il convient toutefois de porter à celle de 5 000 € pour une plus juste réparation. On a donc, dans cet extrait de décision, une certaine appréciation, voire une définition de la virilité de l'homme dans cet arrêt d'espèce. Il est néanmoins un autre cas, une autre source d'utilisation de ce terme dans le cas du changement de sexe des transsexuels. Basé sur l'article 61-5 du Code civil, qui a été modifié récemment par une loi du 18 novembre 2016, et qui dispose ceci: « Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue, peut en obtenir la modification. » Les principaux moyens de démontrer ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tout moyen, peuvent être qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel, et qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué. Je vous fais grâce de l'évolution des conditions requises légalement et jurisprudentiellement pour changer de sexe à l'état civil, mais voyez bien l'importance pour le transsexuel, à tel point que cela est érigé non pas en critère mais en preuve type, l'importance pour le transsexuel, donc inscrit féminin à l'état civil, mais qui désirerait que son sexe soit modifié, son sexe à l'état civil soit modifié par la mention sexe masculin, l'importance pour lui d'être viril, s'il veut voir la mention de son sexe donc modifiée. Ainsi, on a un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation qui dispose bien que lorsqu'à la suite d'un traitement médico-chirurgical subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique le rapprochant de l'autre sexe auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence. De même, pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte, ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence. Là, on a un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2012. Donc l'on voit bien, encore une fois, l'importance de l'aspect et de la virilité, on pourrait bien dire, de la personne qui souhaiterait changer de sexe et se voir inscrire le sexe masculin à l'état civil. Comme l'a pu écrire Alain Pousson, cette expression d'apparence physique se rencontre principalement en matière de transsexualisme. Le transsexuel doit avoir une apparence physique le rapprochant du sexe qu'il revendique, ainsi qu'un comportement social correspondant. À la différence du travesti qui joue un rôle sans sacrifier sa virilité, le transsexuel a la conviction profonde d'appartenir au sexe opposé, ce qui le pousse à des attitudes vestimentaires de l'autre sexe. Le vêtement participe à l'identification de la personne, on s'habille pour se situer, pour affirmer sa personnalité, mais aussi son appartenance à un groupe. L'on a donc bien en droit, si ce n'est une certaine définition de la virilité, à tout le moins de la masculinité, ce qui se rapproche. Et parce qu'effectivement, ce mythe de la virilité en droit, qui conserve certaines traces du droit romain, comme l'on vient de le voir, sépare ceux qui peuvent se revendiquer comme des tenants de la virilité des autres. Et encore, ce ne sont là que les restes de traces bien plus anciennes et bien plus affirmées. Pour mémoire, rappelez-vous qu'un homme avait le droit en France de tuer son épouse et son amant lorsqu'il les trouvait ensemble à son domicile jusqu'en 1975. Ainsi,
On voit bien que cette institution de la virilité avait une vocation d'exclusivité, d'exclusion, qui apparaît peut-être néanmoins comme étant actuellement sur le déclin. Ce sera l'objet de la seconde partie, plus intéressante et aussi plus longue. Il s'agira d'un plan historique puisqu'il reprendra successivement plusieurs points. Ce comparatif permettra de dresser le point de vue du droit par rapport à ce qui fait, ou ce qui est censé faire en tout cas, juridiquement un homme. Pour constater alors s'il est juste ou non de qualifier la posture des droits civils et canoniques d'imposture. Donc 3 points successifs. Tout d'abord la virilité sexuelle, soit la distinction des virils et des hommes impuissants, celle des virils et des incapables, et enfin celle des virils et des femmes. Tout d'abord, la virilité sexuelle, donc, elle a pu être portée par les tribunaux, notamment à l'occasion du contentieux sur le mariage et les erreurs sur la personne, fondé sur le second alinéa de l'article 180 du Code civil, qui dispose, en son second alinéa, encore une fois, s'il y a eu erreur dans la personne ou sur les qualités essentielles de cette personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. Ainsi, sur le fondement de cet article, la Cour d'appel de Paris a pu conclure le 26 mars 82 à la nullité du mariage en cas d'erreur sur l'aptitude à avoir des relations sexuelles normales. Le tribunal de grande instance d'Avranches a quant à lui jugé dans le même sens, cette fois pour l'incapacité à procréer. Les 2 affaires sont néanmoins anciennes et l'interprétation qui a été faite de l'article 180 n'a pas été vérifiée depuis et donc validée par la Cour de cassation. Il est donc permis de douter de la pérennité de cette thèse aujourd'hui, où les traitements permettant de remédier et à l'impuissance, de plus en plus en tout cas, à l'impuissance et ou à l'infertilité. À cet égard, le Code de droit canonique, quant à lui, semble davantage attaché à cette apparente protection de la virilité, puisqu'il permet l'annulation du mariage pour cause d'impuissance et antécédente et perpétuelle, à copuler de la part de l'homme comme de la femme d'ailleurs. Selon les termes du Code de droit canonique de 1983, il le permet en revanche en cas de stérilité, à condition seulement qu'il n'y ait pas eu de dol, c'est-à-dire il permet le mariage si l'homme ou la femme est stérile et s'il n'y a pas eu de mensonge sur cette caractéristique. Je reprends les termes du canon 1984 du Code de droit canonique. L'impuissance antécédente et perpétuelle à copuler de la part de l'homme ou de la part de la femme, qu'elle soit absolue ou relative, dirime le mariage, c'est-à-dire empêche le mariage, de par sa nature même. Si l'empêchement d'impuissance est douteux, que le doute soit de droit ou de fait, le mariage ne doit pas être empêché, ni déclaré nul tant que subsiste le doute. La stérilité n'empêche ni ne dirime le mariage, restant sauve les dispositions du canon 1098 sur le dol, en l'occurrence. En la matière, la preuve du doute, étant, on l'a dit à l'époque, de procéder, donc vous aviez l'exemple d'une érection devant témoin, moi j'avais l'exemple d'un accouplement devant témoin, donc ce qui s'est passé à l'époque du pape Borgia, on a une représentation magnifique dans la série éponyme, donc de ce cas éponyme où les époux, et l'époux en l'occurrence dont un doute existait sur sa capacité à copuler, devait procéder à la copula carnalis devant témoin. Voilà. Donc l'on voit bien qu'en la matière, en droit civil et canonique, une certaine définition de la virilité sexuelle existe. Si elle apparaît sur le déclin, comme potentiellement en tout cas sur le déclin en droit civil, elle se maintient tout au moins en droit canonique. Il eût également été possible de mentionner l'homosexualité, considérée jusqu'il y a peu comme un délit en droit pénal, de lire à ce sujet les pages de Michel Foucault dans son cours sur les anormaux au Collège de France, bien entendu, pour bien montrer à l'homme comment il devait être en droit, puisque ce que rapporte Michel Foucault, donc pour baser sa démonstration, ce sont bien des expertises qui ont été produites en justice et qui montrent bien à l'homme comment il devait, selon le droit, se comporter en la matière. Ce n'est néanmoins pas là la seule utilisation du concept de virilité en droit, concept qui sert également à distinguer les virils des incapables. Donc, distinction ancienne puisqu'elle remonte au droit romain, qui distinguait entre les personnes sui iuris, de leur propre droit, c'est-à-dire l'homme libre, le vir, et alieni iuris, qui distinguait donc encore une fois les personnes placées sous la personnalité du pater familias, le père de famille, c'est-à-dire les femmes, les esclaves et les enfants qui n'ont pas fondé un nouveau foyer. C'est ainsi que s'est construit une partie de l'institution juridique de la virilité en tant qu'expression de la liberté inhérente à l'homme romain, marié et non esclave. Si le statut d'esclave a disparu en droit français et en droit canonique, la distinction entre l'homme ayant atteint l'âge viril
et celui qui demeure sous la tutelle parentale subsiste. Ainsi, c'est l'article 388 du Code civil qui dispose que le mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans accompli. Il y a un autre alinéa qui est intéressant. En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. L'on en conclurait donc peut-être que la virilité n'est pas en droit l'apparence virile. Cependant, le recours le plus en plus fréquent à l'émancipation, le fait que l'enfant soit de plus en plus écouté lors des procédures judiciaires, qu'elles soient pénales ou civiles, la nouvelle procédure du divorce sans juge en droit français, dans lequel l'enfant est entendu, la parole de l'enfant est entendue, constitue des exemples topiques. Et ce, en dépit de sa minorité. Le fait qu'on entende de plus en plus l'enfant, cela constitue autant de preuves que le droit donne de plus en plus la parole à ces sans-voix, à ces personnes non viriles. De même, comme le relèvent Domiti et Marc Duval-Arnoux, l'enfant doit pouvoir faire entendre sa volonté, particulièrement lors des décisions qui impliquent sa santé, tout en maintenant le principe de son incapacité. Le droit tient compte de ses développements, de l'âge qu'il a atteint ou de son discernement. La loi lui donne ainsi, suivant les cas, la possibilité de donner son avis, de s'opposer aux décisions prises par ses parents, de consentir à leur côté ou encore d'agir seul. Ces possibilités d'expression viennent tempérer les prérogatives parentales sur son corps. Et de plus en plus, le droit du père face à ses enfants, qui en droit romain s'apparentait quasiment, et on reviendra sur ce quasiment, à un droit de vie et de mort, a certainement perdu de sa superbe. La parole de l'enfant est de plus en plus écoutée et ce dernier gagne en autonomie, quoique ce dernier ne soit pas considéré comme viril, diminuant de manière corrélative la puissance de l'homme viril, la virilité étant ici opposée à la minorité. Et ce n'est néanmoins pas les deux seuls domaines, donc la virilité sexuelle et la virilité de l'âge viril, dans lequel ce concept a tendance à s'affirmer en droit, c'est bien entendu sur le concept de la virilité qui oppose les hommes des femmes. Ainsi, dernière partie donc de cette seconde partie, l'histoire du droit moderne est une histoire de conquête progressive des droits des femmes. On a parlé tout au long de ce colloque, bien entendu. Face à la toute-puissance du pater familias romain, maintenant sous sa coupe sa femme, ses enfants et ses esclaves. Donc pour les enfants et la femme, cette situation durait, il faut le savoir, jusqu'à la mort du pater familias. Cependant, avec cette nuance pour les enfants qui pouvaient s'émanciper de la tutelle familiale en fondant une nouvelle famille, soit en se mariant. Pour ce qui est des femmes, dépourvues des attributs virils, de la virilité, et donc exclues du cercle des hommes, elles ont longtemps vécu juridiquement sous la houlette de leur viril époux. C'était ainsi, en tout cas, que le droit les voyait, incapables de gérer doctement leur patrimoine, nécessitant le consentement de leur mari ou de leur père pour ouvrir un compte en banque ou encore pour travailler. Et en la matière, bien entendu, le droit civil a largement, heureusement, évolué. Le principe d'égalité des sexes a pu largement battre en brèche tous les anciens bastions que l'on pourrait qualifier de virilistes du droit, qui mettaient à l'époque la femme sous la férule de l'homme. Vous parliez d'égalitarisme, en droit et en droit français, cela se voit bien, là où on agit maintenant par le biais de discrimination positive en la matière. Si à cet égard, le droit canonique ne reconnaît plus à l'homme de supériorité dans le sacrement du mariage par rapport à la femme, il est encore un domaine d'où les femmes se voient exclues. Je pense ici au sacrement de l'ordre. En effet, l'ordination des femmes au presbytérat et à l'épiscopat n'est toujours pas admise dans l'Église latine. Et donc, on vient ici à la distinction entre Église latine, bien entendu, et Église anglo-saxonne. Elles ont néanmoins pu accéder au diaconat, à l'heure actuelle dans l'Église latine, mais ne peuvent toujours pas agir en tant que représentantes du Christ-tête du corps de l'Église. Et quoique il a pu être avancé l'idée de réfléchir à cet état du droit canonique, il ne semble pas que la loi doive évoluer dans ce sens dans les années à venir, ce qui constituerait peut-être l'une des seules rémanences pérennes de l'institution de la virilité en droit. L'homme constituant, comme l'a exprimé Pierre Legendre, le sujet maître du droit canon, en ce que ce sujet figure comme porteur du phallus. Et j'aimerais terminer cette partie en vous rapportant les débats qui ont eu lieu quant à la suppression dans le Code civil, dont je vous parlais tout à l'heure, du terme « bon père de famille ». Considéré comme archaïque, ce mot constituait un standard juridique, héritier du droit romain et de sa notion de bonus pater familias, dont la suppression était réclamée. Ainsi, la députée qui a défendu l'amendement visant à cette suppression a pu exprimer qu'il s'agissait là d'une expression désuète qui remonte au système patriarcal, régulièrement incomprise par les citoyennes et les citoyens et qui pourrait facilement être remplacée. Pour une autre députée, il s'agissait d'une notion ancienne qui a dépassé le cadre du Code civil pour entrer dans le langage et irriguer d'autres codes. Elle renvoie communément à la conduite d'une personne prudente, attentive, raisonnable, soucieuse des biens ou intérêts qui lui sont confiés, comme s'il s'agissait des siens. Effectivement, il y a là un stéréotype fondé sur le sexe, daté d'un autre âge.
Cette expression, la citation continue, est aujourd'hui largement désuète. Elle est très contestable et renvoie à une conception patriarcale de la famille, qui ne correspond aujourd'hui plus à rien. D'ailleurs, elle a été remplacée à l'occasion de réformes ponctuelles adoptées plus récemment. Donc effectivement, cette notion de bonus pater familial, de bon père de famille, a été remplacée par la notion de personne raisonnable. Et à cet égard, on note quelques critiques par rapport à cette évolution. Ainsi, le professeur Didier Guével a pu écrire les phrases suivantes, professeur de droit. « Faisons preuve d'inventivité lexicale, mais soyons innovants, mais soyons prudents. On nous dit que c'est l'usage qui fera le tri. Mais lorsque les mots sont choisis par le législateur, leur usage est imposé. A-t-on bien perçu que remplacer a priori louablement le bon père de famille par la personne raisonnable conduisait à l'abaissement de la famille et on triomphe de l'individualisme. Outre l'accent qu'il met sur l'importance du langage et du choix des mots de la loi par ses auteurs, il montre bien les différentes implications et intrications qu'avait ce terme de bon père de famille. Certes hérité d'une conception que l'on pourrait à nouveau qualifier de viriliste du droit, mais qui a pu servir de base et de fondement à l'institution de la famille et de la société. Et si effectivement cette conception a pu heureusement évoluer dans la matière juridique, il est à espérer que ces effets positifs, puisqu'il y en a, du moins à mon avis, n'ont pas été emportés avec elle. Ainsi, l'une des conséquences positives de la virilité, de la conception de la virilité en droit romain notamment, sur laquelle j'aimerais conclure donc plus globalement, c'était cette notion de responsabilité qu'avait le bon père de famille, le vir, l'homme romain, sur les personnes qui étaient dépendantes de lui, sous sa dépendance. La virilité en droit romain, droit dont sont héritiers les droits civils et canoniques, n'a pas ce caractère de solitude, de puissance absolue, même si l'on parle peut-être à tort de droit de vie et de mort du père de famille sur ses enfants. Elle véhicule aussi cette notion de responsabilité envers les personnes dont il répond. Et c'est ça que Pierre Legendre a bien montré, ce me semble, dans son exposé sur la fabrique de l'homme occidental, cette notion de virilité. En effet, si, et c'est heureux, les femmes, les enfants, les esclaves, les impuissants dont nous avons parlé ne sont plus en droit sous la férule de l'homme, sous la tutelle de l'homme, ils ont bien heureusement conquis leur marque de noblesse aux côtés des virils. Cette prise de pouvoir serait, selon certains auteurs, créatrice de nouveaux aliénés qui prendraient la place des femmes et des hommes, entendu ici dans un sens bien sûr plus large que restreint au sens juridique de la minorité pour ce qui est du droit romain. En effet, il semble à certains auteurs que les animaux et la planète semblent avoir pris la place de ceux-ci, donc les aliénés, les personnes sous la tutelle de l'homme, du vir latin, semblent avoir pris la place et que l'homme, donc non plus entendu cette fois au sens de vir, mais au sens d'anthropos, de l'homme au sens générique, semble conserver un pouvoir de vie et de mort et une responsabilité afférente qu'il ne faudrait, et c'est en cela c'est sur cela que j'aimerais insister, qu'il ne faudrait peut-être pas perdre. Voilà. Peut-on dès lors parler d'imposture de la virilité en droit ? La question est posée et j'avoue ne pas forcément avoir de réponse tranchée. S'il est possible d'affirmer que la virilité a constitué une institution en droit romain qui a fortement marqué les droits civils et canoniques, elle tente à évoluer et à prendre en compte les changements de la société, changements qui se font assurément pour le mieux, tout en essayant, ce me semble, et c'est en cela que se développent de nouveaux pans du droit responsabiliste, en essayant de conserver ce qu'il y avait de bon dans cette institution, à savoir la notion de responsabilité qui l'accompagnait, notion dont elle est par ailleurs totalement dissociable, bien entendu, avec le danger, bien sûr, qui serait de tomber dans le paternalisme juridique. Pour conclure, j'aimerais reprendre une citation du magistrat Philippe Bilger, qui rebondit d'ailleurs sur ce que vous disiez sur les distinctions anciennes entre hommes, femmes, entre le masculin et le féminin. La femme est l'avenir de l'homme, mais aussi l'avenir du droit, parce que le droit est virilité, rigueur, alternative, sécheresse et raison. Parce que le droit est homme jusqu'au bout même de ses abandons, et que beaucoup de femmes tentent pour cela de le séduire. Qu'il se laisse conquérir, il n'y perdra rien. Quand lui viennent les courbes, les douceurs, les obscurités, que pour lui viennent les repentirs, les contradictions, les disputes, que contre lui surgissent parfois l'étrange provocation de l'irrationnel, que vienne enfin le temps de la femme pour que le royaume du droit prenne un autre goût, s'enrichisse d'une autre saveur et se laisse gagner peu à peu par une bisexualité infiniment stimulante. Du droit, la femme saura faire une tentation. Je vous remercie.